Parfois dans la vie, on suit un chemin linéaire, un chemin qu'on a choisi qui nous convient. Mais des fois, l'univers va nous amener à bifurquer, à prendre un détour qu'on n'aurait jamais imaginé, tout simplement parce qu'on peut même découvrir quelque chose qu'on savait même pas qui existait auparavant. Quand on se laisse surprendre par la vie, quand on s'ouvre à plus grand que soi, des fois on réalise que l'univers a beaucoup plus à nous offrir et même qu'on a une mission sur Terre bien différente que celle qu'on s'était imaginée pendant de nombreuses années. Et c'est le cas de mon invitée aujourd'hui, Isabelle Siembida, que la vie a mis sur son chemin un détour assez inattendu et l'univers n'a pas pris quatre chemins pour lui montrer. Elle va vous en parler aujourd'hui. Elle a ouvert son cœur, elle a dit oui à l'aventure et à partir de maintenant, la communication animale fait partie de sa vie, de son quotidien depuis maintenant 4 ans. Je vous la présente à l'instant. Bonjour et bienvenue dans le balado Les Révélations de la Terre. Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Isabelle, bonjour. Bonjour Liliane, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui parce que ton parcours il est assez atypique et surprenant. Parce que, de un, la communication animale, c'est pas quelque chose que tu connaissais ou que plusieurs personnes connaissent, mais surtout, tu avais un emploi, tu avais une vie stable, que tu avais choisi, que tu aimais, et l'univers t'a bousculé un petit peu pour te faire prendre un nouvel élan, et cet élan-là t'a amené à un endroit inattendu. Donc, j'ai envie que tu nous en parles aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi qui a fait en sorte que, finalement, ta destinée est devenue même plus grande que ce que tu imaginais? Eh bien, en fait, comme tu le dis, moi j'occupais un poste dans l'industrie. En fait, j'étais responsable d'une structure de financement pour la formation professionnelle. Ça faisait 25 ans en fait que j'étais dans cet univers-là, en ayant occupé différentes missions et différents postes d'activité. Et c'est arrivé à peu près au moment du Covid. Alors, la porte d'introduction, j'ai envie de te dire, c'est qu'une de mes amies m'avait dit: «Tiens Isabelle, je vais suivre un stage de communication animale, pendant 2 jours, tel week-end. Ça t'intéresse?» «Oui, tiens, pourquoi pas?» Voilà. On s'est inscrites toutes les 2 et puis ça a été la période Covid et en fait, le stage n'a jamais eu lieu. Ça a été le premier épisode. Et puis, bah, s'en sont suivis, quelques mois d'activité et puis, moi, enfin, vraiment dans cette activité-là, je m'y inscrivais, de manière très, très durable. Ça faisait 25 ans que j'étais là-dedans, puis, bah, je me voyais bien finir ma vie professionnelle là-dedans. Si ce n'est que je suis arrivée, très peu de temps, en fait, après l'annulation de ce stage, à peu près dans les mêmes délais, à, un surmenage professionnel qui m'a arrêtée. Le premier arrêt de travail de ma vie, en fait, vraiment. Un burn-out, c'est ça? Un burn-out, exact. Du coup, bah, je me suis arrêtée, puis ça m'a donné, tout l'espace et le loisir, bah, de me poser, puis de me déposer, tout en ayant la projection de retourner dans cette activité professionnelle. Parce que globalement, c'était une niche d'activité et puis, je ne savais faire que ça. Voilà ce que je me disais. Puis il y a plusieurs mois qui se sont passés jusqu'à un moment où je me suis dit, enfin, ça s'est arrivé en moi comme une révélation, mais en fait, je n'y retournerai pas. Mais je ne savais pas pourquoi et je ne savais pas non plus quoi faire. Et puis j'ai fait un soin, avec une dame pour me remettre un petit peu, voilà, au niveau de mes énergies et puis, à la fin de ce soin, enfin, elle-même me disait: «Beh, que quand est-ce que enfin, tu vas reprendre? Qu'est-ce que tu souhaites faire après?» Beh, je dis: «Bah, je reprends en fait. Une fois que je vais être remise sur pied, je reprends mon activité», «Ah bon?» me dit-elle. On a fait le soin et à la fin du soin, elle me dit: «Isabelle, on me dit communication animale pour toi». Et elle savait pas que tu avais déjà prévu faire un stage. On s'entend que le stage, tu l'avais jamais fait. Je l'ai jamais fait. C'était juste une petite activité à faire comme ça avec une amie sans plus. Pour dilettante, pour m'amuser, qu'est-ce que c'est? De la curiosité, voilà, sachant que j'en avais jamais entendu parler. Puis elle me parle de ça, je me dis: «Ah bah tiens, pourquoi pas? J'aime les animaux, c'est mon quotidien, je vis avec des animaux, pourquoi pas apprendre ça?» Ouais, tu vois, vraiment, c'était, dans cet esprit-là, en dilettante, en fait, en loisir, voilà. Et donc elle me dit ça, donc forcément ça m'interpelle et je me dis: «Bon, bah, pourquoi pas, reprendre contact avec cette personne?» Puis
J'ai repris contact, je lui ai demandé si elle refaisait des stages. Elle me dit oui, elle me dit à tel endroit. Puis je sais pas, ça me parlait pas en fait, ça me parlait plus. J'avais plus envie de m'inscrire. Je me suis dit bon, ben je vais chercher quelqu'un d'autre en fait. Je vais chercher un autre stage. Donc j'ai cherché un autre stage. Puis j'ai fait une première personne, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Puis je regardais le contenu, puis je regardais la personne, puis ça m'appelait pas. Et puis en ayant travaillé quand même pendant 25 ans dans l'univers de la formation professionnelle, en fait, c'était quand même mon métier de savoir juger de la qualité d'une formation, qu'est-ce qu'on appelle formation. Euh, pour nous, en fait, quand dans mon ancienne activité professionnelle, si c'était pas reconnu au sens même de l'action de formation avec des critères bien définis, en fait, on ne finançait pas. Ensuite, il y a eu plusieurs critères qui sont arrivés. C'est que même les organismes de formation devaient répondre à un cahier des charges énorme avec 21 critères, 42 catégories. Enfin, c'était drastique pour pouvoir répondre en fait à ce qu'on appelait une action de formation. Donc forcément, je suis un peu sévère en fait sur ma qualité de jugement. C'était ton métier d'ailleurs. Un petit peu quand même. Évaluer. Voilà. Et puis, en fait, j'ai envie de te dire que tout s'est bien mis. Il y a eu à un moment donné, tu sais, avec l'ouverture avec le Covid, il y a eu l'ouverture des réseaux sociaux. Donc, je m'étais inscrite à un forum où il y avait comme ça des conférences sur le bien-être, sur la santé, sur l'ouverture, sur ce qui se passe dans le monde. Enfin voilà. Et puis, il était donné pour chacun des participants de se présenter. Moi, je me disais, mais moi, je n'ai pas envie de me présenter. Je veux juste écouter les conférences, voilà. Mais plein de gens se sont présentés, dont Liliane Bollac du Centre Hélène. Et là, je me suis dit, ah, mais ça m'intéresse parce que c'est ma quête actuelle. Donc, j'ai cliqué en fait sur le lien, juste le temps de le faire parce qu'après, le groupe là a fermé tout ça en disant non, c'est pas l'objectif en fait de présenter son activité, c'est juste vous. Donc, en fait, ils ont supprimé tous les profils, mais en fait, j'avais eu contact avec ton centre, donc j'étais allée voir ton contenu de formation. Et là, en fait, quand j'ai vu ton contenu de formation, je me suis dit, mais c'est ça. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je veux faire. Ce qu'elle me dit me parle, la façon dont c'est bâti, ça me plaît. Il y a de la structure, il y a du contenu, je sais où je vais, c'est bien construit, c'est bien bâti, j'aime la personne, j'y vais, c'est là que je veux aller. En fait, j'ai jamais suivi les autres conférences, j'ai récupéré ces coordonnées-là, et puis c'est ce qui m'a amené en fait vers le Centre Hélène. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que de prime abord, avec une amie, tu allais découvrir quelque chose que tu connaissais pas du tout, mais par plaisir. Et suite aux soins énergétiques, il y a eu une deuxième puce à l'oreille qui te dit non, la communication animale, c'est une voie pour toi. Et là, c'est comme si l'intuition avait embarqué dans ton cheminement. C'est comme si tu avais commencé à dire, mais attends, qu'est-ce que moi je veux? Comment est-ce que je le veux? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Et là, tu as fait beaucoup de recherches pour trouver quelque chose qui était en alignement avec toi. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, que tu as découvert mon école. Mais c'est intéressant de voir que là où finalement tu allais faire une activité de loisir, a terminé par ça devient sérieux pour moi, j'ai envie de m'investir, de m'engager, mais c'est moi qui va décider, au point même de ne pas faire le stage là où c'était prévu de prime abord. Donc, en plus, il y a eu une ouverture psychique, si je pourrais dire, intuitive, où tu t'es laissé porter par un mouvement ou une énergie que tu n'avais pas prévue quelques mois plus tôt, en fait. Mais pas du tout, en fait. Ça a été, je te dis, cette guidance-là, un jour, je ne sais pas comment je l'appelle, de me dire, je ne sais pas d'où c'est venu ce jour-là, tu sais, de me dire, mais j'y retournerai jamais. Sachant que tous les mois, je me reprojetais en disant, oh là là, le médecin me prolongeait, et puis je me dis, de toute façon, c'est bon, je vais vraiment être super en forme pour reprendre le mois prochain, puis le mois prochain, puis jusqu'à ce jour d'octobre, je me souviens, je le vois très finement ce jour-là, je me disais, mais je n'y retournerai pas. Ok. Et puis ensuite, ça a été comme, oui, comme tu dis, une guidance et des synchronicités, en fait. C'est vraiment comme si je m'étais laissée porter par une succession de choix, d'événements, comme si tout ça m'avait amené, en fait, à faire cette rencontre et à venir vers toi et à connaître ton centre. Ça t'est comme tombé dessus, en fait. Oui. Tu sais, l'arrêt de travail qui t'a permis un long moment de repos pour te remettre en question, parce que sinon, tu serais rembarqué dans le train sans trop te poser de questions. Ouais. Et en plus, de découvrir quelque chose que tu savais même pas qu'il existait. Et moi, je me rappelle, dans les premiers jours de la formation, tu étais curieuse, puis en même temps, tout ça était inconnu pour toi. Et tu te demandais jusqu'où tu irais ou si tu en étais capable. Tu étais passionnée, tu étais intéressée, tu étais curieuse, je me rappelle.
ton cœur y croyait, mais après ça, il fallait marcher le chemin, il fallait oser, il fallait tester. Et je pense que tu t'es engagé vraiment à 100 000 parce que tu as fait plus d'une centaine, 150 communications animales pendant la formation et jusqu'à vivre des révélations avec les familles puis les animaux, puis à réaliser que tu avais beaucoup plus à apporter sur Terre finalement. Tu avais une contribution différente à amener par ta douceur, ta sensibilité, ton intuition. Il y avait tout un aspect de la relation d'aide qui faisait pas partie de ton métier d'avant, où tu étais porté à exploiter ou à utiliser finalement. Est-ce que tu dirais la même chose? Oui, complètement. En fait, ça. Je savais pas, tu sais, quand j'ai adhéré à la formation, acheté la formation, enfin, tu vois, même à ce stade-là, je me disais pas, bah, ça va être mon métier de demain. J'ai embarqué, en fait, un peu comme porté par quelque chose de plus grand, de plus fort. Tu vois, j'y suis allée, j'ai embarqué, et puis effectivement, sans trop savoir en fait ni ce que j'allais y découvrir, ni jusqu'où ça pouvait aller, ni la portée. Enfin, c'est quoi la communication animale en fait? À quoi ça sert? euh, euh, dans quel moment je l'utilise, comment ça se présente, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux découvrir dans la communication animale. Donc c'est vrai, j'y suis allée avec beaucoup de curiosité, euh, enfin j'ai été surprise en fait, ça m'a surprise, ça m'a challengée, ça m'a j'ai pas réussi partout, j'ai pas réussi tout le temps. Toi, ça m'a demandé de la persévérance, ça m'a demandé de croire à quelque chose, ça m'a demandé d'explorer, beaucoup d'explorer, de m'ouvrir. C'est venu chercher chez moi beaucoup de qualités, tu vois, de redécouverte, d'amusement, d'émerveillement, parce que je me disais mais waouh, tu vois, quand je faisais une communication animale, enfin c'est pour ça que j'ai eu le goût d'en faire autant, comme tu dis, une fois qu'il nous a donné les outils, c'est de me dire, mais comment ça marche en fait? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux voir avec ça? Qu'est-ce que je peux comprendre? Comment je peux aider? Comment je peux aider l'humain? Comment je peux aider l'animal? Tu vois, c'est tout ça ça m'a pétillé, ça m'a envoyé beaucoup de papillons dans le ventre, ouais. Oui, parce que effectivement, c'est un phénomène que peu de gens connaissent. Puis, des fois, on peut avoir une idée préconçue du genre de message qu'un animal peut nous transmettre, mais au final, on réalise qu'on les connaît très peu, les animaux, et qui ont une conscience des fois beaucoup plus grande qu'on peut s'imaginer. As-tu des exemples de révélations ou de curiosité? Parce que tu disais, j'ai été chamboulée, j'ai été surprise, ça m'a sorti de mes croyances peut-être. Est-ce que tu veux nommer justement quelles étaient tes croyances ou qu'est-ce qui t'a bousculé dans ta façon de voir le monde et justement quels messages t'ont permis de réaliser des choses nouvelles que tu n'avais pas vues précédemment? Ouais, tu vois, ne serait-ce que dans le principe de j'ai un animal, je l'éduque. Tu vois, j'éduque mon animal, je lui donne des règles, et puis c'est un peu à lui de se conformer à ces règles-là dans le cadre que je lui donne, parce que voilà, c'est bon pour lui, parce que tu vois, ça, enfin, je veux dire, ça faisait partie de mon schéma de pensée, hein, même si je suis pas un bourreau au niveau de mes animaux, mais il y a des règles, tu vois. Mais tu vois, de me dire, bah ouais, mais lui, est-ce qu'il s'inscrit dans ces règles-là? Est-ce que lui se plaît dans ce cadre-là? Et j'ai un exemple flagrant d'une des communications que j'ai faites. Une dame qui est venue vers moi à un moment donné pour me dire, je n'y arrive plus avec mon chien, il commence à développer des troubles d'agressivité. Je commence moi-même à en avoir peur parce que je pense que moi-même il pourrait me mordre. J'ai fait plusieurs éducateurs, plusieurs comportementalistes, jusqu'à m'entendre dire par un des comportementalistes que mon chien était perdu. Elle me dit, je viens vers vous. OK? Je me dis, bah, ok, je vais aller voir. Est-ce que je ferais mieux que les éducateurs comportementalistes qui, globalement, font un bon travail? Enfin, je ne remets pas du tout en cause la qualité de ce que font les comportementalistes. Mais je me dis, bah, en se plaçant à son écoute, qu'est-ce que je vais y trouver, moi? Et j'ai été très surprise, en fait. J'ai trouvé chez cet animal-là, effectivement, une énorme pression, énorme, vraiment comme si j'avais une cocotte minute en face de moi, avec beaucoup de colère, beaucoup de frein, il se contenait énormément. Et quand je suis un peu allée à sa recherche, enfin, à sa rencontre pour comprendre d'où ça venait, en fait, cette pression-là, en fait, il me disait, mais elle ne sait pas qui je suis. Je dois me conformer à ses règles, à ses ordres. Je dois m'exécuter comme un bon petit soldat parce que je dois faire comme ci, comme ça. Mais en fait, elle ne sait pas qui je suis. Et en fait, il grognait, tu vois, dans sa rage et dans sa grogne parce qu'effectivement, il était éduqué dans un cadre très, très militaire.
avec des règles, pas bouger, voilà. Et lui m'a dit à ce moment-là, je suis à 2 doigts de la mordre. Tu vois? Et juste entendre ça, l'entendre lui me relater cette pression qu'il vivait avec cette éducation très très drastique militaire, ces règles où il pouvait pas, tu vois, exister en fait dans l'éducation de sa gardienne. Juste ça a permis quand même de libérer de la pression, de faire la remontée d'informations à sa gardienne. Alors effectivement, elle s'en est un petit peu offusquée à ce moment-là, à me dire bah oui, mais il en faut des règles. Je dis oui, j'entends. Moi, je suis pas là pour juger en fait de quoi que ce soit. Je suis juste là pour vous relater en fait ce que lui il vit au travers de vos règles. Mais juste ça, en fait, ça a permis de recalibrer la relation. D'à nouveau, elle était à 2 doigts de s'en séparer, cette dame, en fait. Elle me dit, je me pose la question de m'en séparer parce qu'il me fait peur. Et en fait, juste ça. Ouais. Oui, puis en même temps, elle voulait s'en séparer parce que le chien ne correspondait pas à ses attentes. Donc, au final, le chien devait être en relation avec elle, mais elle, ce que tu as nommé par la com animale, c'est qu'elle n'est pas en relation avec son animal. Tout à fait. Donc, elle n'est pas à l'écoute de son animal, de sa personnalité, de ses envies, de ses besoins, et lui n'a pas d'espace pour s'exprimer et pour vivre aucune émotion. Donc, on est effectivement dans un angle très contrôlant, très directif du comportement, sans voir qu'il y a d'autres corps d'énergie derrière, comme un corps émotionnel, hein, un corps mental. C'est pas juste un être physique et comportemental. Très intéressant. Et c'était confrontant pour la dame de se rendre compte qu'elle devait faire un pas vers son chien, parce qu'elle demandait à son chien de faire tous les pas vers elle. Mais là, elle était amenée finalement à se remettre en question et peut-être à changer sa façon de voir sa relation. Et est-ce qu'elle a accepté finalement de modifier un peu ses attentes, d'être plus à l'écoute des besoins de son chien? Suite à la communication, ouais, tu vois, il y avait des choses à mettre en place, notamment sur les promenades, sur les balades, la façon aussi, parce que ce qui l'a gêné, tu vois, c'était un chien de berger, puis il labourait le terrain autour de la piscine quand les enfants étaient dans l'eau, mais après, ça répondait, tu sais, aussi à ses instincts, puis à ses pulsions de ramener, tu vois, les enfants vers la berge, ou enfin, tu vois. Mais oui, en fait, il y a eu cet épisode-là, puis j'avais refait une communication avec cet animal-là derrière pour, tu vois, juste faire un peu... j'ai joué un peu les entremetteuses à ce moment-là, pour comprendre sa posture à lui, pour comprendre sa posture à elle, sans lui dire mais je suis pas là pour vous juger, je suis juste là pour vous dire ce que lui vit, puis savoir si vous pouvez pas trouver un ajustement pour continuer votre relation et votre chemin ensemble. Tu vois. Et j'avais refait une communication derrière avec lui. Ce qu'il en était ressorti aussi, c'est qu'il avait très très mal vécu, tu vois, encore une fois, sa place, puis les décisions qu'on pouvait se prendre pour lui. Il avait très mal vécu sa castration, ce chien-là. Oui. Ouais, tu vois, comme si on l'avait privé de quelque chose, encore une fois, puis c'était, ben, c'est comme ça, puis hop, voilà. Mais suite à ça, en fait, il est vraiment rentré, enfin, tu vois, la relation s'est apaisée entre eux. Je pense qu'elle, elle a entendu, donc elle a dû, tu vois, remettre en place des choses. Toujours est-il qu'elle est toujours avec son chien. Ah, donc c'est un beau succès. C'est un beau succès. Elle a probablement appris à l'aimer aussi. Oui. Tu sais, à le connaître, à l'aimer. Et c'est ça, en fait, le plus beau de ce métier-là, de la communication animale, c'est de réaliser que l'animal, c'est comme un tout autre être vivant. Souvent, les humains, on pense qu'on est les seuls êtres conscients et que les autres sont juste dans des instincts animaux et qui réfléchissent pas forcément et qui n'ont pas d'autres besoins que celui de manger, de dormir, de se promener, alors qu'ils sont beaucoup plus complexes que ça. Et je trouve ça magnifique que tu aies pu leur permettre de créer un pont. En fait, c'est ça, c'était un pont qui était plus là entre les deux, de comprendre la nature même de cette race de chien-là aussi. Je trouve ça magnifique, vraiment, bravo d'avoir permis ça. Et tu as raison de dire que des fois, juste de communiquer avec un animal, on voit déjà un changement de comportement puis un apaisement. Parce que comme ils parlent pas le même langage que nous, ils souffrent beaucoup de pas se faire entendre. Et nous, on fait souvent la sourde oreille tout simplement parce qu'on n'entend pas leur langage ou parce qu'on n'est pas disponible émotionnellement ou on est occupé avec le travail ou on n'a pas le temps. Donc, il y a beaucoup de souffrance qui vient de là. Et un autre point que tu as nommé qui est très intéressant et que moi aussi j'ai retrouvé souvent dans les communications animales, même avec des chats aussi, les opérations de castration, peu importe, pour enlever l'utérus, on n'informe pas l'animal qu'on va le faire. On lui demande pas la permission non plus. Et c'est très intrusif. Je veux dire, c'est quand même une opération d'envergure. Et après, il leur manque des parties d'eux-mêmes et ça change leurs hormones aussi. Ça change beaucoup de choses. Et ils n'ont rien vu venir, ils sont pas au courant, ils n'ont pas été informés. Donc, ça peut être vécu comme une forme d'agression, en fait,
envers eux. Et moi aussi, j'ai déjà eu un chat qui, 9 ans plus tard, en voulait encore à ses gardiens de l'avoir fait opérer. Qui avait encore une colère liée à son opération 9 ans plus tôt. Donc, la communication, finalement, elle est essentielle pour que l'animal comprenne ce qui se passe, éventuellement qu'il donne son point de vue, puis qu'on s'adapte, puis qu'on s'ajuste. Puis si on veut faire quand même l'opération, mais de le faire dans des circonstances où l'animal est au courant de ce qu'il s'en va faire. Oui. Ce qui est beau, c'est qu'on participe quand même à une ouverture de conscience, parce qu'aujourd'hui, dans mes clients, j'ai quand même des gens qui viennent en amont, tu vois, pour les prévenir, pour les informer de ce qui va se passer, tu vois, puis éventuellement recueillir aussi leur point de vue. Donc je me dis, il y a quand même une ouverture de conscience qui se fait de ce niveau-là, au niveau des gens, des humains. Oui, c'est vrai, les gens arrivent souvent avec comme question, est-ce qu'il y a un message pour moi? Comment il se sent? Qu'est-ce qu'il aime que je fais? Qu'est-ce qu'il aime pas que je fais? Oui. C'est extraordinaire. Des fois, on n'ose même pas demander ça à nos conjoints, tu sais. Qu'est-ce que t'aimes de moi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Des fois, tu sais, cette conversation-là, on a de la misère à l'avoir avec nos enfants ou avec nos amis ou nos conjoints. Donc, avec nos animaux, ça peut être difficile, mais c'est vrai que c'est rendu magnifique. On dirait que les gens ont une soif de comprendre leur animal et ils sentent l'inconfort intérieur de ne pas être au courant de ce que l'animal a besoin. Ça amène des fois même une souffrance. T'as-tu d'autres exemples de communication animale qui est venu apaiser l'humain ou qui est venu harmoniser la relation? Alors, harmoniser et puis apaiser aussi l'animal, parce que je me dis, enfin, encore une fois, ça me surprend toujours. Je suis toujours bluffée de savoir jusqu'où on peut aller dans une communication animale. Une dame qui vient vers moi pour me dire, je voudrais que vous fassiez une communication animale pour mon chien, elle fugue. Je fais OK. Est-ce que du coup elle l'a toujours fait? Est-ce que c'est nouveau? Je sais pas, je l'ai depuis 15 jours. Ah. OK. Je dis OK, je fais la communication. Alors effectivement, moi, j'avais une chienne un peu méfiante, craintive. Quand du coup je suis allée sur la raison qui motivait ces fugues, euh, j'ai eu fait comme un voyage dans le temps. Je sais pas trop comment expliquer ça. Je sentais que c'était vers le passé et j'ai vu cette chienne évoluer très très librement dans ce que je nomme moi une agriculture un peu plus primaire que ce que je connais moi ici au niveau de la France. Je me dis ça va faire plus archaïque. Puis il y avait un référent, un homme, un monsieur. Je sentais que c'était son référent, l'homme avec qui elle vivait, très librement. Voilà l'image qu'elle me donne. Puis elle me fait sentir que hop, disparition de l'homme. Ah. Et suite à ça, beaucoup de mouvements. Je me dis il y a comme si elle avait été prise en charge, puis des mouvements en fait tu sais, de famille, revenir, et revenir jusqu'à revenir à l'instant présent vers ma cliente. Et je sens que dans ce qu'elle me montre, elle cherche cet homme-là. Elle veut retourner le voir, elle cherche à retourner d'où elle venait. C'est ça. Et là, je me dis, ben, je sais pas en fait. Je sais pas te dire ce qu'il est advenu de cet homme-là. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce que tu t'es perdu? Je peux pas te dire. Ce que j'ai juste fait dans la communication animale, je me suis dit, il y a nécessité de recréer du lien. Tu sais, on peut, avec deux âmes, les remettre au contact. J'ai eu besoin de faire ça, envie de faire ça, en fait, pour juste recréer du lien entre cette chienne et cet homme, juste leur permettre à eux de se quitter correctement, tu vois. J'ai juste eu besoin de faire ça, les remettre d'âme à âme et leur dire, voilà, ma vie, elle va continuer, et puis de l'autoriser, en fait, à suivre sa vie maintenant avec Francine, en ayant salué cet homme qui était son référent, puis pour qui elle avait un amour très fort et très intense. Juste de cœur à cœur. Puis hop, c'est après comme si j'avais ramené Moon, en fait, dans sa vie d'aujourd'hui. Puis j'ai terminé ma communication comme ça, en lui souhaitant une bonne vie, puis en lui disant que je prenais de ses nouvelles. Puis quand j'ai fait le retour de communication avec la dame, qui était pas très loquace au tout début, puis après qui m'a expliqué, elle me dit, bah, effectivement, Moon, elle arrive de Roumanie. C'est pour ça que je voyais l'agriculture très, très primaire. Elle a été prise en charge par une association là-bas. Elle a été adoptée plusieurs fois. C'est pour ça que je voyais les mouvements, tu sais, voilà. Mais à chaque fois abandonnée, parce qu'à chaque fois, elle fuguait. Ah. Voilà. Et puis voilà. Et puis ensuite, bon, elle m'a expliqué, voilà. Et puis on a terminé, on s'est quitté comme ça. Puis 2-3 jours après, Francine, donc ma cliente, me renvoie un petit message. Elle me dit, écoutez, Isabelle, moi, je suis partie me promener avec Moon, puis j'ai eu le goût de la lâcher. Puis elle est jamais partie. Oh, j'ai plein de frissons. Ah oui, moi aussi, toujours quand je repense à cette histoire-là.
Et puis depuis, Moon, elle vit avec Francine et Jean-Pierre et tout se passe très, très bien et elle n'est jamais plus repartie. C'est magnifique ce que tu dis parce que tu démontres des choses très importantes. Premièrement, que les animaux ont des souvenirs, qui ont des mémoires et qui se souviennent de leur passé. Donc, c'est pas vrai qu'un animal est juste dans l'instant présent, qu'il n'a pas de souvenirs. Des fois, on s'étonne qu'il reconnaît sa gardienne ou un gardien qui a eu quelques années. On pense qu'ils vont juste le repérer par l'odeur. Tu sais, des fois, on met les animaux très de base, là, tu sais, comme c'est juste des objets physiques avec des sens, mais non, ils ont une conscience, ils ont des mémoires, ils ont des émotions, des liens d'attachement. Et sûrement qu'à ce moment-là, encore une fois, on n'a rien dit à ce chien-là par rapport à son déménagement. Donc, il n'a pas pu dire au revoir à cet homme-là, ne comprend pas et c'est de l'injustice. Donc, c'est comme, pourquoi vous m'avez arraché à mon environnement? Je veux y retourner. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'y retourner parce que je comprends pas. Et il n'y a probablement pas eu de au revoir et un deuil qui s'ensuit. Ça serait inhumain. On n'accepterait pas ça chez un humain. Non. Tu sais, de prendre un enfant, de le retirer de son environnement familial, de l'amener ailleurs, de le promener de famille en famille, mais sans jamais rien lui dire, sans jamais lui expliquer pourquoi il part, où il s'en va, qu'est-ce qui s'est passé, où sont ses parents. C'est un sentiment d'injustice, puis il y a comme dans l'énergie, il y a une envie de retour à la source pour comprendre, en fait, parce que c'est là qu'il y a l'attachement puis il y a l'ancrage. Donc, c'est vraiment extraordinaire que tu aies pu faire, déjà que tu puisses faire ce métier-là pour pouvoir transmettre ce message-là, parce que au-delà du fait que tu n'as plus un chien qui fugue et que la dame est contente, tu as surtout un chien qui va mieux. Oui. Un chien qui comprend, un chien qui a pu dire au revoir parce que tu as permis de le faire vivre dans l'énergie, dans la télépathie. Tu sais, si toi, tu peux communiquer avec un chien à distance sans le voir, parce qu'on pourra en reparler tantôt, tu fonctionnes à partir de la photo de l'animal, donc tu n'as pas de contact direct avec l'animal, ça peut être dans un autre pays aussi. Donc, si nous, on est capable de communiquer comme ça avec l'animal à distance sans qu'on se voit, assurément, on peut les faire se rencontrer, lui et son gardien, à distance aussi, sous forme de thérapie. Bien sûr. Et je pense que c'est ça que tu avais aussi beaucoup aimé de ma formation quand tu dis que tu avais été exigeante au début, tu avais lu beaucoup les détails, les objectifs à atteindre, la méthodologie. Tu sais, c'est vrai que moi, j'ai été la première école en francophonie à créer de la communication animale thérapeutique. Parce que c'est une chose d'avoir des messages des animaux, mais de savoir les accompagner sous forme de thérapie, ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Et c'est un peu ça que tu as démontré en écoutant l'animal, sans même savoir la vérité, parce que tu n'avais pas eu le retour de la gardienne qui te confirmait qu'il venait de Roumanie sur une ferme, là, très rustique, comme tu disais. Tu as eu la confirmation après, mais sur le coup, tu as cru l'animal et tu lui as offert une thérapie d'emblée dans la même séance et tout de suite après, il y a eu un résultat, il ne fugue plus. Donc, tu étais exactement à la bonne place et ta thérapie a vraiment bien fonctionné. C'est ça. Mais c'est tellement important, comme tu dis, en fait, souvent de fois, ces animaux, on les change de place, on les change d'humains, sans oublier qu'ils sont conscients, ils ont des relations de cœur, et c'est tellement violent pour eux, en fait, tu sais, de se retrouver du jour au lendemain, on change de famille, voilà, maintenant c'est là que tu vis, puis c'est eux que tu dois aimer. Enfin, tu vois, je me dis, mais c'est un non-sens, on ferait pas ça à un humain. Et j'en accompagne très très régulièrement, hein, forcément des animaux qui sont abandonnés pour une raison X ou Z, mais toujours aller voir comment ils se sentent dans cet abandon, leur permettre, tu vois, de s'apaiser là-dedans, avant de repartir, leur expliquer leur nouvelle intégration dans cette nouvelle famille, s'ils le souhaitent, s'ils le veulent, s'ils le décident. Mais c'est tellement apaisant pour eux. Le nombre d'animaux, tu vois, qui détruisent, qui dégradent des domiciles, parce qu'ils ont vécu déjà par le passé ces mémoires de séparation, d'abandon, et puis pour eux, c'est extrêmement anxiogène dès lors que le nouveau gardien quitte le périmètre du logement. C'est à nouveau réactiver cette blessure-là. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça maintenant sur lesquelles on peut travailler juste en les écoutant, en fait. Juste en écoutant ce qu'ils ont eux à dire dans cette souffrance ou cette détresse-là. Complètement. Puis, il y a une forme de négligence aussi dans leurs besoins de base, parce qu'on s'entend que les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, ont besoin d'animaux de même espèce pour les éduquer, pour créer un lien d'appartenance.
Un bébé a besoin de sa maman animale, pas juste humain. Tu sais, souvent, on va dire dès qu'il est sevré, on le retire de sa fratrie, on le retire de sa mère, alors que si on les laissait ensemble, ils pourraient avoir un lien fusionnel pendant 10 ans. C'est-à-dire que les animaux ont aussi besoin d'autres animaux pour les éduquer. Tu sais, effectivement, tu l'as dit, on a des comportementalistes animaliers, mais c'est basé sur quoi? Sur le raisonnement de l'humain et surtout sur le besoin et l'attente de l'humain. L'humain te paye, moi je veux ça pour mon chien, je vais conformer ton chien à tes attentes comportementales. Mais encore une fois, il n'y a pas de relation du tout avec l'animal. Et je pense qu'il existe en Europe justement quelqu'un qui éduque les chiens par des chiens. Donc, c'est des chiens qui sont thérapeutes, qui sont capables de mettre des limites puis de rééduquer l'autre animal parce que il y a beaucoup, je trouve, l'humain, on crée beaucoup de fractures, on brise beaucoup de choses dans la nature. Puis après ça, on se met le rôle tout puissant du sauveur puis de celui qui va réparer, alors qu'au final, on a brisé à la base beaucoup de choses. Donc, si on laissait les choses faire telles qu'elles sont, il y aurait peut-être moins besoin de thérapeutes animaliers comme nous parce que justement, il y aurait un meilleur équilibre, les animaux seraient en meilleure santé à tous les niveaux. Là. Dirais-tu aussi que les animaux ont besoin d'être qui ils sont? Tu parlais tantôt, de la race de chien. L'humain, on est beaucoup, c'est quoi ma mission sur Terre? Mais souvent, on a une mission très capitaliste, très économique. Toi, tu le dis aussi, j'étais dans un emploi du 9 à 5, un emploi très traditionnel. C'était ça ma vie, puis je me posais pas trop de questions. Et tout d'un coup, la vie t'a amené des synchronicités pour te faire comprendre que tu avais peut-être d'autres qualités, d'être une autre mission, une autre façon d'œuvrer. Et à contribuer de façon un peu différente aussi. As-tu l'impression que cette fermeture qu'on a chez l'humain de vraiment comprendre quel rôle on pourrait jouer sur Terre, ça fait qu'on brime les animaux du rôle dans les écosystèmes qui ont à jouer pour maintenir la planète en santé? Ben, c'est sûr. C'est sûr ce que tu dis, parce qu'en fait, on n'est pas dans une écoute, on est dans des process, nous, où tu vois, à 2 mois, il faut sevrer un animal, il est prêt. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il est prêt? Enfin, régulièrement, je fais des animaux qui sont retirés de la maman bien trop vite, qui ont un chat qui s'agrippe au mur, qui devient complètement fou, complètement hystérique, tu vois, qui arrive pas à tisser de lien. Et quand tu fais la communication avec le chat, je me dis, mais elle était trop vite, retirée trop vite. Il y a une cassure, en fait, du lien maternel. Et il aurait eu besoin de plus longtemps. Puis tu le vois dans une cage, puis il comprend pas pourquoi il est dans sa cage de transport, puis tu vois le transport. C'est la main humaine qui fait ça, il sait le montrer, l'animal, en fait. Mais il suffisait juste de lui laisser le temps, en fait, ou lui demander si elle était prête. Puis une fois qu'elle aurait été prête, elle aurait pu rejoindre le foyer, et puis intégrer sa famille, et puis être beaucoup plus sereine. Heureusement, effectivement, qu'on leur donne la parole, mais c'est infime et c'est minime, puis on devrait, tu vois, élargir ça au plus grand nombre, puis arrêter de projeter aussi sur eux nos attentes, nos besoins, notre façon de voir, notre façon de faire, ce que l'on veut. Si tu m'autorises, là, tu vois, je vais même en faire une autre communication qui m'interpelle par rapport à ce que tu me dis, jusqu'où va la projection humaine. Pareil, c'est un chien qui il devient fou tous les soirs à 18h. Voilà. Les humains rentrent, le chien, il est intenable, il saute, il jappe, il les mord, ils peuvent pas s'approcher, ils peuvent pas se faire un câlin, il leur saute dessus, il les mord, ils peuvent pas se mettre à table, le chien saute sur la table. Enfin, voilà, de 18h à 20h, c'est comme ça. Ils le mettent dehors, le chien il fait que japper, il fait des trous partout. Ils ont fait appel à un éducateur, 2 éducateurs, 3 éducateurs, des comportementalistes, puis rien n'y fait. Le chien, il est toujours comme ça. Mais je me dis, ok, donc on vient vers moi pour me dire, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on profite pas de notre chien, il va avoir 1 an et c'est un enfer. Ok, bon ben je veux bien voir. Après, je sais pas, je veux bien voir ce qu'il a à dire. Et en fait, quand je fais la communication avec ce chien, ce qui m'interpelle, c'est qu'il arrive devant moi, mais d'une certaine façon qui m'interpellait, puis vraiment comme s'il arrivait, comme s'il était le plus beau du monde. Vraiment. Et puis, il me le dit, t'as vu comme je suis beau. Voilà. Je lui dis, ben oui, effectivement, t'es très beau. Mais en quoi c'est important pour toi? Parce que ça m'a interpellée. Je me dis, ben oui, forcément, il est beau. C'est une de mes races de chiens préférées. Voilà. Donc oui, il est très beau. Et là, en fait, je vois enfin, il me montre dans son énergie, tu sais, comme quand on les mesure, on mesure la longueur de queue, la taille de la patte, la longueur du torse. Je me dis, bah, toi, mon esprit humain me dit, est-ce qu'il fait des concours, ce chien? Je me dis, non, c'est pas ça, en fait. Je me dis, non, c'est pas ça.
c'est en regardant, en écoutant ce qu'il veut me dire par rapport à ça, c'est que je sens qu'il y a une sélection qui a été faite sur ce chien-là, une sélection génétique sur ce chien-là, pour avoir le nec plus ultra des golden. C'est un golden retriever, le chien, le plus beau des plus beaux. Et là, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire sur une sélection génétique? Tu vois, je suis restée un peu comme ça, à me dire, bon, je prends le sujet autrement. Comment tu te sens quand tes gardiens, ils se font un câlin? Ben, je suis plus au centre. OK. Qu'est-ce que ça te fait de plus être au centre? Puis je sens la pression, en fait, comme si ça lui mettait une pression, en fait, qu'on le reconnaisse pas comme étant toujours au centre, toujours le plus beau, toujours le plus merveilleux, toujours, toujours, toujours. Puis je sens que ça fait comme une pression, puis j'ai l'impression d'avoir une grenade, tu sais, au fond de lui, là, comme s'il était tout le temps sous pression, ce chien, d'être toujours le plus beau, de toujours briller dans les yeux de ses gardiens, de toujours être là, à la première place. Puis je me dis, je dégoupille, pouf, j'enlève la grenade, puis je veux faire tomber cette pression-là parce que c'est pas vivable, en fait. Écoute, je sais pas te dire aujourd'hui, je pense que c'est pas la pression du chien, c'est pas la pression des gardiens, je pense que c'est la pression que l'éleveuse se met à avoir le nec plus ultra des plus beaux des golden. Toujours est-il que c'est plus le même chien. Le fait de faire retomber cette pression-là, je lui dis, tu sais, effectivement, tu es très beau, mais on t'aime pas pour ça, on t'aime pour toi, pour tes qualités à toi. Même si tes gardiens se font un câlin, ils t'aiment toi aussi. Même s'ils se mettent à table, qu'ils sont leurs affaires parce qu'ils rentrent du travail, ils t'aiment toi aussi. Tu resteras toujours leur toutou, quelles que soient leurs activités. Et le fait de l'avoir apaisé comme ça, écoute, c'est plus le même chien. Ils me disent, on peut enfin profiter de notre chien. T'as amené l'amour inconditionnel parce que c'est un amour conditionnel à des conditions génétiques et lui avait associé l'amour qu'il recevait des autres ou sa valeur personnelle, c'était dans ses gènes, dans son ADN. Ouais. Comme tu dis, c'était l'intention de l'éleveuse, puis ça a été tout un processus sûrement médical aussi qui amenait ça avec toute une empreinte. Tu sais, faut pas oublier que tout ce qu'on dit puis tout ce qu'on pense laisse une empreinte. Oui. Et on peut le percevoir chez l'animal, cette empreinte-là, même si c'était en amont là, de l'adoption et tout ça. Donc, c'est beau qu'il ait pu répondre à cet amour-là réel qui est, on m'aime juste pour ce que je suis, puis j'ai pas été dans cette insécurité-là d'être vue et aimée à tout prix parce que c'est le rôle qu'on m'a demandé de porter pour que je sois admirée, en fait. Là, c'était plus de l'admiration, c'était un amour réel et durable et doux, finalement. Oui, et en dehors de toute projection humaine ou de ce que l'humain attend de ce spécimen-là ou de cet énergumène-là, tu vois, jusqu'à où ça peut porter quelque chose. Et c'est pour ça que la communication animale, elle est extraordinaire parce qu'elle nous révèle des thèmes ou des aspects que jamais on se serait imaginé. Jamais. Tu sais, quand on crée des ouvertures de conscience chez un humain, on reçoit une information qu'on s'attendait pas. L'humain aime beaucoup réfléchir. Puis quand j'enseigne à mes élèves, je leur apprends à arrêter de réfléchir et à faire des prises de conscience. Et je pense que c'est là que la sagesse s'installe. Puis je pense que toi, ça a été ton point de départ de dire, bon, j'ai envie de découvrir la communication animale, je sais pas trop c'est quoi, mais bon, pas plus qu'il faut, attends, on attend ça de toi ou c'est sur ton chemin de vie. Ah, OK, alors je vais mettre l'énergie pour réaliser toute cette amplitude-là que ça t'a amené dans ta vie, dans tes prises de conscience. Je suis sûre que tu n'es plus du tout la même femme que tu étais avant au niveau de tes pensées, peut-être même avec tes animaux. Et c'est ce qu'on reçoit à chaque fois qu'on fait une com animale. Hein. On ne sait jamais ce que l'animal va nous révéler. Et on a des idées, des a priori sur qui sont les animaux, mais si on est des bons communicateurs, on va tout mettre ça aux poubelles, puis on va se rendre compte qu'on ne sait absolument rien de la vie, puis on sait encore moins des animaux. Là. C'est sûr. On a tout à apprendre. Moi, chaque fois que je fais une communication, je me dis, de toute façon, je ne sais pas. Exactement. C'est lui qui va me dire. Ouais. Et souvent, on a tendance à dire, s'il boit, il mange, il fait sa promenade, il y a un environnement sécuritaire, l'animal est correct, mais c'est pas vrai. Tu sais, on le voit chez des lions des fois aussi, tu sais, on le sait en Afrique, et je pense qu'il y a plus de lions en élevage, puis sous l'emprise de l'humain, là, en cage, sous élevage et tout ça, que sauvages dans la savane.
Et même si on dit, ben, je nourris mes lions tous les jours, je leur donne un environnement qui est plus ou moins adéquat, des relations sociales, finalement, les animaux, les lions développent la leucémie. Des cancers. Puis, on sait que la leucémie, c'est une perte d'énergie vitale, puis c'est comme une perte d'amour de soi ou de sens profond de sa vie quand on regarde dans la symbolique biologique des maladies. Donc, tu te rends compte qu'un lion a tout ce qu'il a besoin, mais n'est plus lui-même. Il ne peut plus jouer son rôle et être dans ses instincts, dans sa guidance. Tu sais que l'univers t'a guidé vers la communication animale. C'est pas quelque chose qui venait de ton cerveau. C'est pas quelque chose que tu as décidé en te levant un matin. On t'a amené vers ça par des synchronicités, par des messages, par des opportunités. Les animaux, c'est la même chose. Ils reçoivent des opportunités, ils reçoivent des messages, ils sont guidés pour établir un équilibre, pour créer des écosystèmes harmonieux, pour se reproduire entre eux, pour nettoyer des environnements, des fois des carcasses et tout ça. On a besoin de ce jeu-là et cet instinct-là des l'odorat et même vu qu'on sait maintenant que les animaux ont une conscience d'eux-mêmes, une conscience de leur relation. Ben c'est pas juste une question de je mange et je dors, c'est aussi qui je suis et à quoi je sers. Et un animal, si on lui dit juste t'es sur un canapé, tu fais rien, mais je te donne tout ce que tu as besoin, des fois on est étonné de voir que nos animaux sont malheureux, puis on comprend pas pourquoi. Je l'aime, je lui donne tout ce qu'il a besoin. Ouais, mais il est pas stimulé, puis il est pas dans son essence profonde, puis il est peut-être même pas dans l'environnement type de là où il aimerait explorer le monde, puis contribuer, puis avoir un rôle à jouer, puis être autre chose qu'une beauté selon des standards humains, mais d'être lui tout simplement. Mais oui, mais en fait c'est tellement vrai. En fait, on s'attache pas vraiment à leurs besoins. C'est quoi le besoin de l'animal? Ça me fait penser ce que tu dis. Alors, bien sûr, on pourrait rester des heures et des heures et des heures à discuter, mais toi, j'ai un petit lapin qui s'arrachait les poils. Je l'ai consulté pour ça. Pourquoi est-ce qu'il s'arrache les poils? Ok, c'est la communication. Puis je vois le lapin en fait qui est dans une cage. Alors oui, à l'extérieur, mais c'est une cage. Puis il montre les 4 pans de sa cage. Puis il tourne en rond. Puis il montre qu'il a fait le tour de sa cage là. Puis après, il monte un chat qui traverse le jardin. Puis il me dit, mais moi, je voudrais faire comme ça, en fait. Je voudrais me promener comme lui. Et je lui dis, écoute, ok, je vais voir avec tes gardiens, juste respecte juste l'enceinte du jardin. S'ils acceptent de te libérer dans le jardin, considère que ton nouvel enclos, c'est l'enceinte du jardin. Va pas au dehors, parce que tu risquerais du danger. Écoute, ils ont libéré le petit lapin, il s'arrache plus les poils. Puis il reste dans le jardin. Et il reste dans le jardin. C'est un animal sauvage, hein, un lapin, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Mais oui, il n'a rien à faire dans une cage d'1 mètre carré. Hein. Oh, wow! C'est beau, ça! Mais oui. Il se pouvait plus, fait qu'il s'arrachait les poils, il se pouvait juste plus, puis il a respecté le cadre. Exactement. Mais plein de fois, tu peux leur donner des cadres. Mon amie, elle habite devant une rue, mais qui est très passante, c'est un boulevard, c'est une autoroute. Elle voulait pas laisser sortir son chat. Je lui dis, mais oui, il a besoin de sortir. Je vais lui dire que c'est très passant, qu'il aille pas là. Je pourrais pas te garantir, il fera bien comme il voudra, il a son libre arbitre, c'est lui qui va décider. Mais là, il est malheureux, ton chat. Et écoute, je lui ai montré le danger, je lui ai montré les voitures, ce que ça présentait comme danger, jamais se mettre. Je lui ai montré tout le terrain derrière, tout l'espace où il pouvait aller dans les champs, autant que tu veux. Pas là, pas là. Écoute, c'est un chat qui va jamais sur la route. Yeah. Ah, mais je suis heureuse, Isabelle, que tu as écouté la guidance. Mais oui. Que tu as eu ton burn-out pour avoir un temps de pause de ton train. Tu roulais à toute allure sans t'arrêter pour réaliser qu'il y avait plein d'autres choses autour de toi qui existaient et surtout un potentiel en toi de faire autre chose que de la formation continue comme gestionnaire dans ton emploi. Il y avait une capacité d'écoute, une capacité d'amour, une capacité de reliance, d'accompagnement et de réconciliation. T'es venu sur Terre pour semer autre chose, toi aussi. Et le fait que toi, tu te donnes le droit de le faire, ben, t'es encore plus authentique et vrai quand tu dis à l'animal qu'il a le droit de l'être lui aussi. Et à l'humain, ben, qui devrait l'écouter. Donc, t'incarnes ce que tu fais à tous les jours avec ces animaux. Je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, merci Isabelle pour ces témoignages-là. Bravo d'avoir bravé ce chemin qui était dans des sentiers inconnus pour toi, pour beaucoup de gens qui nous écoutent aussi dans la société.
mais je pense qu'on est prête à faire ce chemin-là. Puis s'il y en a qui doutent ou qui ont peur d'oser aller vers ça en se demandant si c'est possible pour eux, qu'est-ce que tu aurais à leur dire en terminant? Bah déjà, moi je voudrais te remercier sur ton accompagnement parce que je veux dire ça c'est possible pour tout le monde déjà. Enfin, moi là, j'en suis la preuve vivante, hein. Il y a 4 ans, je savais pas ce que c'était que la communication animale. Aujourd'hui, c'est mon quotidien, donc voilà. Et puis j'aurais envie de leur dire qu'il faut qu'à un moment donné, elles se fassent confiance, qu'elles osent faire ce chemin-là pour elles-mêmes parce que c'est une formation qui va ou des compétences qui vont bien au-delà de j'apprends à communiquer avec les animaux. C'est une ouverture d'esprit, c'est un autre niveau de conscience, c'est une autre façon d'aborder la vie, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon d'apprécier notre quotidien, c'est une autre façon de plus justement être dans cette machine à laver. Moi, avant, j'étais dans une machine à laver, hein, un tourbillon, je me lève, j'étais un robot, je faisais, il fallait faire. Je souffrais le martyre, mais il fallait le faire, c'était comme ça, tu vois. Puis je rentrais, puis j'étais irascible, puis j'allais promener mes chiens, puis je revenais, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Enfin, tu vois, j'étais dans une machine à laver. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, moi, ma vie, hein. C'est, je prends le temps, je m'organise, je fais, je gère, j'aide, enfin, je respire. Ouais, ça m'a amené à avoir un autre mode relationnel, mais avec moi-même déjà, et puis avec mon environnement, pas que avec mes animaux, aussi avec mes enfants, aussi avec mon mari. Enfin, tu vois, ça s'inscrit dans un grand tout. Et puis, j'aurais envie de le dire que ta formation, en fait, elle permet tout ça. Elle permet cette ouverture-là, elle permet de revenir à soi, elle permet l'acquisition d'outils, elle permet cette réflexion, elle permet d'aller plus loin, elle permet, voilà, qui a envie de s'y inscrire, qui a envie de s'y donner, de plonger dedans. Bien sûr, il faut plonger comme je l'ai fait, parce que si on reste sur le bord du chemin en se disant j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire les exercices, j'ai pas le temps de pratiquer, bah, il se passera rien en fait, hein. On devient pas champion de patin en étant monté une fois sur des patins en se disant bah voilà maintenant je vais rester sur le banc. Voilà, bah, rester sur le banc, il se passera rien de plus. C'est Voilà. un choix, hein? C'est Oui. un choix en fait. C'est plonger, c'est un choix, puis c'est possible en fait. C'est surtout ça, c'est juste donner enfin, faire ce choix d'y aller en fait. Et c'est ouvert à tous. Et Et puis ça merci. amène, ça amène plein de cadeaux parce qu'on le voit que tu as les yeux pétillants aujourd'hui. Oh. T'es rayonnante, t'es passionnée, t'es heureuse, t'as ralenti aussi. Oui, Puis ça t'a permis de te découvrir les gens autour de toi sous un nouvel angle. Fait que les cadeaux sont multiples quand on se permet de sortir de cette fameuse machine à laver. c'est ça. Merci infiniment, Isabelle, pour ton audace. Merci pour ta sagesse, pour tes belles communications animales qui m'ont donné plein de frissons. Je suis convaincue qu'ils ont donné plein de frissons à d'autres auditeurs. J'ai envie de vous écouter, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire dans le balado qu'est-ce que cette entrevue-là vous a inspiré, si vous avez peut-être vécu aussi des expériences de comme animal ou qu'est-ce que les exemples que Isabelle vous ont fait vibrer à l'intérieur de vous. Moi, j'ai envie de vous dire, osez. Osez le changement, osez écouter, puis osez vous laisser surprendre par la vie parce qu'elle est beaucoup plus belle et grande que ce qu'on peut s'imaginer. Puis dans le monde dans lequel on vit en ce moment, avec les changements qu'on vit, d'aller vers ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. C'est ça. Offrez-vous ce beau cadeau-là. Oui. Merci beaucoup, Liliane. Merci. T'es un cadeau pour moi, Isabelle. Donc, je te remercie infiniment. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.